Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 14 février 2022, au sommaire ce soir. Nous prendrons tout d'abord la direction d'Avoria pour débuter cette édition, alors que l'allègement des restrictions sanitaires se poursuit petit à petit. Victoria Lopez s'est rendue sur place pour constater que les professionnels des stations respirent et espèrent des lendemains encore plus heureux. Et puis une large sport consacrée aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Lucas Ruche viendra sur ce plateau pour la Minute JO. Et nous étions ce dimanche matin à Courchevel pour suivre la deuxième manche du géant en compagnie des supporters d'Alexis Pinturo. L'épidémie semble bien vouloir nous laisser un peu de répit. La levée des restrictions sanitaires se poursuit donc au rythme de la décroissance des cas de Covid. Les stations de ski, elles, reprennent peu à peu leur souffle avec l'allègement de ces mesures. Le port du masque n'est en effet plus exigé sur les remontées mécaniques en plein air. Et à partir de ce mercredi, les bars et les restaurants devraient retrouver une vie festive avec la possibilité de consommer debout et de danser. Victoria Lopez s'est rendue à Avoria ce lundi matin pour mesurer l'impact de ces changements. Reportage. À Avoria, il souffle comme un vent de liberté. Les masques sont tombés et les vacances de février battent leur plein. Ça fait du bien de voir des visages et des sourires. On fait de la luge. Cet après-midi, on va faire du ski avec un moniteur. C'est une station qu'on aime, qu'on est régulièrement sur la station. Une station sans voiture, bonne ambiance, bonne neige, tout ce qu'il faut pour passer l'hiver agréable. La station enregistre une belle saison malgré les restrictions qui ont compliqué un peu la vie des vacanciers et des professionnels. L'inconvénient qu'il y a eu, effectivement, c'est ces mesures qui ont changé assez régulièrement pour les clientèles étrangères, françaises, les discothèques ouvertes, pas ouvertes, le droit de danser, la musique, pas la musique, tout un tas de choses que là, oui, il a fallu mouliner beaucoup pour arriver à s'organiser et à proposer un produit cohérent. Le port du masque, une des principales mesures contraignantes, notamment pour les remontées mécaniques, a été levé la semaine dernière, mais non sans confusion. Ça s'est simplifié, c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement, parce qu'au niveau national, c'était annoncé qu'il n'y avait plus besoin de masques sur les remontées, et en fait en local, il y en avait besoin. Là, les choses se sont, entre guillemets, aplanies. Il n'y a plus besoin de masques sur les remontées mécaniques, uniquement dans les télécabines, en clair dans les espaces clos, comme ça peut être dans un train ou un avion. Donc à l'extérieur, aujourd'hui, il n'y a plus de masques. Il n'y a plus de masque dans la station et ça c'est vrai que c'est quelque chose de positif. Dès la fin du mois de février, le masque ne sera plus non plus exigé dans les espaces clos soumis au pass vaccinal. Autre lieu incontournable des vacances, les restaurants et les bars s'apprêtent eux aussi à renouer avec la fête. Ce mercredi, la consommation debout sera de nouveau possible. Une mesure bienvenue dans cet établissement célèbre pour ses shows et son ambiance festive qui a tout de même tiré son épingle du jeu ces derniers mois. On est un établissement dansant. Et on est aussi un restaurant, donc on a pu combler le vide avec la restauration. Les gens avaient une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles façons de consommer, dû au temps passé sur la terrasse, qu'ils devaient être assis, qu'ils ne pouvaient pas danser. Donc avec ça, ils ont eu le temps de profiter de leur moment et du coup de consommer bien. Les prochaines semaines s'annoncent donc plutôt positives pour Avoria. Les sourires s'affirment un peu plus sur les visages des vacanciers et des professionnels sur le pont pour réussir cette deuxième partie de saison qui pourrait même se terminer sans passe. Le porte-parole du gouvernement ayant laissé entendre que le fameux QR code pourrait disparaître dès la fin mars ou début avril. L'avenir nous le dira. On passe à présent à notre invité du jour. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir. Michel Chara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupement transfrontalier européen. Avant toute chose, avant de s'intéresser à l'actualité de votre structure, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Le groupement transfrontalier européen existe depuis bientôt 60 ans, puisqu'on les fêtera l'année prochaine, donc en 2023. C'est une association loi de 1901 qui s'est créée au départ pour accompagner les frontaliers qui allaient travailler en Suisse, les défendre et faire évoluer le droit, ce que nous faisons depuis 60 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes vous gérez ? Aujourd'hui, il y a plus de 27 000 adhérents au groupement transfrontalier européen, mais dans le même temps, vous avez près de 140 000 frontaliers à Genève aujourd'hui. Alors, on va parler de plein de choses, notamment on va commencer avec le télétravail des transfrontaliers. Je sais que c'est une de vos priorités. Vous êtes à ce sujet en opposition, je crois, avec M. Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, qui souhaite un taux de télétravail pérenne à hauteur de 40%. Non, je ne suis pas en opposition. On ne peut pas dire que je suis en opposition avec Cyril Pellevat. Simplement, aujourd'hui,
le télétravail a connu un essor, bien entendu, à cause du Covid. Ça a permis, en tous les cas, de sauver un certain nombre d'emplois dans cette région, du côté suisse notamment. Ce télétravail est dans une période d'exception, puisque, d'après le droit européen, on a seulement le droit de faire 25% de télétravail, pour autant que l'employeur suisse ait un représentant fiscal en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a une impossibilité déjà juridique du côté suisse pour qu'il puisse le faire. Donc aujourd'hui, on est dans une période d'exception qui, normalement, va finir fin juin. Et bien entendu, pour, on va dire, continuer le chemin après cette période d'exception, il s'agit de négocier, mais ça passe par une réforme du droit européen. Et aujourd'hui, ce droit européen, il reste à 25%. Maintenant, il y a plein d'effets collatéraux par rapport à ce télétravail au niveau des assurances sociales, au niveau du droit du travail, au niveau de la fiscalité. Donc c'est un dossier qui est particulièrement compliqué à mettre sur la table aujourd'hui et je pense que ça nous prendra du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un premier temps, le groupement souhaite plutôt essayer de valider déjà les 25% et puis après nous verrons bien la suite. 40%, j'ai peur que ça relève d'une utopie. Je ne le pense pas puisque on a relevé beaucoup de défis au groupement au fil des années qui se présentaient comme des utopies. Nous avons toujours accompagné cette évolution du droit au niveau des frontaliers et j'espère que nous allons pouvoir le faire encore. Mais il y a de nombreuses discussions qui doivent avoir lieu entre pays, avec l'Union européenne. Donc il y a un certain nombre de partenaires. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour faire évoluer. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui quand on est un travailleur transfrontalier ? Ce qui est le plus compliqué aujourd'hui pour un travailleur transfrontalier, c'est de vivre les bouchons. Parce que si le télétravail a connu un tel succès, c'est bien justement parce que ça simplifie la vie un certain nombre de jours de la semaine et que vous n'avez pas à affronter les bouchons sur les routes. On voit bien que quand on veut rentrer sur nos territoires le soir, que ce soit en pleine campagne ou même en ville, on a des difficultés importantes. Le fait qu'il ait fallu attendre au final qu'il y ait cette épidémie pour généraliser un petit peu plus le télétravail, c'est quoi selon vous ? C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Écoutez, en tous les cas, il faut toujours des moments dans l'histoire qui bousculent pour qu'on fasse évoluer le droit et qu'on fasse évoluer les pratiques. Donc je pense que le télétravail, c'est un sujet d'avenir, mais il faut quand même rester clair. Le télétravail ne concerne pas tout le monde. Si vous prenez les milliers d'employés qui sont frontaliers, qui sont aujourd'hui dans les grandes usines d'horlogerie suisse ou bien même dans les hôpitaux, dans les soins... Qui ne peuvent pas télétravailler. Il n'y a pas de télétravail possible. Parlons à présent du pouvoir d'achat, l'autre dossier chaud du moment. Les transfrontaliers français peuvent bénéficier depuis le 4 février dernier de la prime inflation. La prime inflation, c'est 100 € pour aider les ménages à faire face à la hausse des prix. C'est une bonne chose puisque jusqu'à présent, les transfrontaliers n'avaient pas accès. Écoutez, je pense que c'est une bonne chose parfois quand il y a des revenus très inférieurs, mais je pense que pour la majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là aussi, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont concernées ou pourraient être concernées par cette prime inflation ? C'est difficile de pouvoir évaluer le nombre de personnes touchées par cette prime inflation. Je ne pense pas qu'il y en ait, compte tenu des revenus des frontaliers, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent y accéder. Le fait que plusieurs élus parlementaires militent pour l'instauration depuis maintenant plusieurs années, l'instauration et la mise en place d'une prime de vie chère en Haute-Savoie, ça va dans le bon sens selon vous ? Ça va dans le bon sens, on est tout à fait d'accord, parce que sinon, aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, fonction publique, que ce soit la police, que ce soit les employés de mairie, que ce soit les employés de préfecture et tout ça, aujourd'hui, ils rencontrent un problème de vie chère sur le département, compte tenu de la proximité avec la Suisse. Est-ce qu'on peut dire que les transfrontaliers ont été les victimes oubliées de cette crise Covid ? On a eu l'habitude dans l'histoire d'être les victimes oubliées. On n'a pas été tout à fait oubliés, puisque du côté suisse, il y a quand même eu les possibilités de toucher le chômage partiel. Ça a sauvé des milliers d'emplois, même si dans un premier temps, beaucoup de frontaliers se sont retrouvés au chômage. La première période Covid a été assez catastrophique, avec plus de 10 000 personnes. Maintenant, on est dans un système, aujourd'hui, la Suisse est en train de redémarrer. L'économie repart comme elle repart en France. Maintenant, il y a quand même des soucis pour l'avenir au niveau helvétique, puisque vous savez qu'il
il y avait les fameux accords bilatéraux qui ont été ratifiés entre l'Union européenne et la Suisse. Ces accords bilatéraux devaient être, on va dire, transcendés par un accord cadre l'année dernière. Cet accord cadre, la Suisse n'a pas voulu le signer et la Suisse va se retrouver confrontée avec la fin d'un certain nombre de traités, notamment au niveau de la fourniture électrique, au niveau des transports, au niveau de la recherche. Il y a un certain nombre de choses qui risquent d'impacter l'économie suisse. Et bien entendu, si l'économie suisse est impactée, les frontaliers le seront. Est-ce que le fait que ces personnes sont soumises à des règles en France et des règles en Suisse, ça complique la chose ? Ça a toujours compliqué la chose. De toute façon, on a 3 droits qui nous gèrent. On a le droit français, le droit suisse, le droit européen. Et en plus, on a encore en Suisse des différences par canton, au niveau de la fiscalité notamment. Donc, vous voyez que c'est un peu complexe, ce qui justifie tout à fait l'existence du groupement transfrontalier européen et de ses 38 salariés aujourd'hui. Un dernier mot, Michel Chara, sur la situation, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, la situation des personnels de santé. On sait que de plus en plus de personnels de santé partent travailler en Suisse plutôt qu'en France. Comment arriver à inverser cette tendance ? Écoutez, j'ai siégé dans beaucoup de réunions depuis 25 ans que je suis président, 24 ans que je suis président. J'ai travaillé pour ma part au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève. Le problème, il existe depuis plus de 30 ans. Il n'est pas d'aujourd'hui, le problème. C'est un problème insoluble ? Non, ce n'est pas un problème insoluble. On n'a pas su l'accompagner. Il y a bien des années en arrière, j'avais fait la demande à une réunion justement qu'on ait une école transfrontalière de la santé. Cette école, malgré qu'il y ait eu un certain nombre de choses qui se sont mises en place, n'a jamais pu se réaliser. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, on serait en capacité de former du personnel avec, bien entendu, une participation suisse et une participation française dans une structure à la frontière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est dommage. Puis j'espère qu'on en tirera un enseignement pour l'avenir, parce que la crise Covid est une grosse crise au niveau de la santé, mais je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai connu avant la grippe aviaire, on voulait nous fermer la frontière à l'époque. Donc vous voyez que la situation, elle évolue toujours, mais on est toujours confronté au même problème. Le personnel de santé, il faut aussi dire qu'il y en a un certain nombre qui reviennent en France, tout simplement parce que la qualité de vie aujourd'hui fait qu'on a peut-être intérêt à être plus proche de son domicile. D'abord, vous voyez le prix des carburants aujourd'hui, touche tout le monde. Donc le prix des carburants, le temps de trajet, quand vous avez passé 2 heures dans votre voiture ou dans les transports en commun par jour, ça augmente quand même quelque peu la journée. Donc ensuite, je vous rappelle qu'on n'est pas aux 35 heures, ni aux 37. On est entre 41 et 42 heures suivant la qualification des personnes, donc suivant le secteur d'emploi. Donc voilà, on est dans une situation tout à fait différente de la France au niveau du temps de travail. Donc vous rajoutez au temps de travail le temps de transport. Au final, ça s'équilibre. Au final, chaque personne voit aujourd'hui quels sont les avantages et les inconvénients. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre qui reviennent travailler sur France parce qu'ils veulent aujourd'hui une qualité de vie différente. Merci beaucoup, Michel Chara. Très bonne continuation à vous. Je vous en prie. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Un mot concernant la gestion de la brucellose dans le massif du Bargy. Vous le savez, un cas de brucellose avait été découvert l'année dernière dans un troupeau à Saint-Laurent, entraînant l'abattage de 220 bêtes. La préfecture de Haute-Savoie vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau protocole d'intervention sur la période 2022-2030 et ce protocole est soumis à une consultation publique durant 21 jours du 14 février au 7 mars 2022. Rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour y participer. Je vous le disais en titre, on ouvre à présent une grande page consacrée au sport et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un petit nouveau en la personne de Lucas Ruche. Bonjour Lucas. Bonjour. Tu vas cette semaine prendre ma place pour la Minute JO. Tu seras là donc toute cette semaine avec moi et pour ce premier rendez-vous, on va revenir sur tout d'abord un week-end très chargé et très fructueux pour la délégation tricolore. Oui, exactement. Enfin, j'ai envie de dire 5 médailles de plus pour l'équipe de France grâce ce matin à Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Le couple de patineurs réalise leur rêve olympique et avec la manière, ils sont champions olympiques de danse sur glace avec leur superbe note globale de 226,98, un nouveau record du monde au passage. Ils avaient déjà brillé dimanche sur l'épreuve de danse rythmique, bravo à eux. Et autre Français en forme, Quentin Fillon-Maillet. Le biathlète jurassien continue de briller sur cette Olympiade.
Samedi dernier, il remportait la médaille d'argent sur le sprint avant de gagner hier sa deuxième médaille d'or lors de la poursuite. Ça a d'ailleurs été une course d'anthologie avec des conditions climatiques dantesques pour du biathlon. Effectivement, le froid glacial, la neige et les bourrasques de vent n'ont pas fait flancher QFM qui a remporté qui a remonté les 25 secondes de retard qu'il avait sur Johannes Bö. Il s'est illustré grâce à un 20 sur 20 au tir. A noter que chez les femmes, c'est Marte Holzbourg-Reuseland qui s'impose en patronne. Elle glane déjà son 3e titre olympique, sa 4e médaille. La meilleure française, Julia Simon, termine de son côté 8e. Les premières médailles de bronze sont tombées dans l'escarcelle bleue ce dimanche. Et tout à fait, on va commencer par le ski de fond. Les athlètes des Pays de Savoie, Maurice Magnifica, Clément Paris, Richard Jouve et Hugo Lapalus peuvent enfin exulter. Ils finissent à la 3e marche du podium du relais, 4 fois 10 km derrière les Russes et les Norvégiens. Enfin, en ski alpin, en slalom géant masculin, certainement plus précisément maintenant, le Niçois Mathieu Fèvre arrache la 3e place à 1 seconde derrière le nouveau prince du ski alpin, le Suisse Marco Odermatt. Nouvelle déception pour Alexis Pinturo qui ne termine malheureusement que 5e. Et d'ailleurs, nous étions ce dimanche à Courchevel pour suivre la course avec les supporters d'Alexis Pinturo depuis le Club des Sports. Malgré la déception, l'ambiance était au rendez-vous. Reportage. Ce dimanche matin, le Club des Sports flambant neuf de Courchevel avait fait les choses en grand pour encourager Alexis Pinturo, l'enfant de la station, pour la 2e manche du géant des Jeux Olympiques de Pékin. Chaque année, depuis une vingtaine d'années, à chaque fois qu'on a des grands événements comme les Championnats du Monde ou les Jeux Olympiques, on met en place des retransmissions en direct pour que tout Courchevel puisse venir et supporter les athlètes de Courchevel et les athlètes français en général. Quand c'est en journée, on offre le casse-croûte. Quand c'est le matin, c'est le petit déjeuner et on essaye d'être tous ensemble pour partager ces moments un peu uniques. Et avec le décalage de l'heure du départ repoussé de 6h45 à 8h, ils étaient un peu plus nombreux que prévu à retenir leur souffle sur les coups de 8h40 pour suivre leur champion préféré. Malheureusement, diminué par une blessure à l'épaule, Alexis Pinturo doit se contenter de la 5e place. Il ne décrochera donc pas de 4e médaille olympique. Il s'est bien battu malgré toutes ces difficultés qu'il a eues après sa blessure. Et il n'était pas en pleine condition pour faire une bonne course aujourd'hui, mais il est quand même encore là. On sait que c'est quand même depuis tout petit qu'il a monté ce niveau. Et où il en est là actuellement, c'est fabuleux, mais il reviendra encore plus fort. Et quelques minutes plus tard, le public présent au dernier étage de l'Ineos Clubhouse a quand même retrouvé le sourire après le passage de Mathieu Fèvre qui termine 3e et se part donc de bronze. C'est la confirmation que Mathieu sait se préparer pour les grands rendez-vous, puisqu'après son double titre de l'année passée, il est présent aujourd'hui. Et pour emporter une médaille dans ces conditions, c'est vraiment un très grand coup de chapeau. La symbolique de ce mot résilience, qui est de dire course après course, il faut savoir se remobiliser. Et Alexis a su le faire de manière formidable. Un rendez-vous est pris ce mercredi matin pour la 2e manche du slalom, où encore une fois, Courchevel sera derrière son meilleur ambassadeur. Bon Lucas, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement des médailles ? Oui, avec ces 2 nouvelles médailles d'or, la France retrouve le top 10 et en particulier le 9e rang. Au total, c'est 3 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Un petit mot sur la planière de Margot Bosch qui est entrée dans l'histoire de son sport. Oui, elle a 22 ans, elle s'entraîne à la Plagne et elle est la première pilote française de l'histoire des JO et elle termine 11e de la finale de monobob. Une belle prestation et on la retrouvera demain avec sa pousseuse Clara Sénéchal en bob à 2 cette fois. Un mot sur le programme qui nous attend ce mardi. Demain, on retrouvera la Savoyarde Tess Le 2 en finale du ski slopestyle. Elle aura à cœur de briller à nouveau après sa médaille d'argent en big air. À 4h du matin, ça sera un peu tôt, il y aura la descente féminine de ski alpin où l'américaine Michaela Schifrin, leader de la Coupe du Monde, tentera de remporter sa première médaille de Pékin. Et surtout, si j'ai un conseil, il faudra se lever à 7h30 pour voir Quentin Fillon-Maillet, et les biathlètes français. Ils voudront faire mieux que la médaille de bronze à Pyeongchang il y a 4 ans. Le relais masculin sera composé du coup de Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Fabien Claude et Émilien Jacquelin. On termine avec une bien mauvaise nouvelle qui vient de tomber là. Et oui, le skieur freeride de la Plagne, Antoine Adélis, vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Il s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement du slopestyle. Résultat, ses croisés sont touchés. C'est une bien triste fin de JO pour lui et une bien triste fin de saison pour lui malheureusement. Merci beaucoup Lucas, on te retrouve mardi. Merci.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Français sur le Freeride World Tour qui enchaîne les bonnes performances. Le snowboarder Camille Armand a remporté ce week-end l'étape de Kicking Horse Golden au Canada devant son compatriote Ludovic Guillodia. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur. Je me sens très bien. Hier, comme je t'ai dit, j'avais un coup de jet lag, donc c'était compliqué, mais pas que pour moi, pour plein de riders, de se concentrer, à repérer une ligne ici, sachant qu'avant on avait repéré une ligne dans l'autre face. Donc voilà, il fallait s'adapter à tous ces changements de dernière minute. Mais je suis resté assez confort, bien dormi. Et voilà, je me suis réveillé ce matin avec la banane, quoi. Même si la neige là est quand même compliquée, il y a eu beaucoup de chutes, quelques chutes en snow. Donc voilà, moi j'ai fait un run qui me va, surtout la fin, la petite cliff qui me fait plaisir, mais le haut c'était quand même assez sketch. Mais voilà, content que l'étape ait eu lieu et que tout le monde soit en bas, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Vous avez ensuite rendez-vous avec un nouvel épisode inédit de votre émission Panorama, consacrée cette semaine à l'école hôtelière Savoie-Léman de Thonon-les-Bains. Et pour ce premier volet, rencontre avec le proviseur et le proviseur adjoint pour une présentation générale de l'établissement. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve mardi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.